Bien, bonjour à tous et merci d'être de retour. Et je remercie infiniment les deux organisatrices de ce colloque de m'avoir convié. J'ai donc compris en étant convié que ce colloque était très ouvert et j'ai appris énormément de choses ce matin. J'ai notamment appris qu'en effet, il existe maintenant des privatistes qui ne font plus des plans en deux parties. C'est pour moi très déstabilisant. C'est également très déstabilisant dans un colloque où il y a si peu d'hommes, alors que je viens d'université où la section de droit privé tient à rappeler quand même que le taux de testostérone doit être au maximum. Et c'est également très déstabilisant pour moi, évidemment, d'être un peu le punk à chien de la bande, puisque je ne connais rien au droit privé, mais je suis très heureux de rencontrer des tas de privatistes qui me parlent de beaucoup d'autres choses. Et surtout, je suis toujours ébloui, et très sincèrement ébloui, par la richesse conceptuelle que vous êtes capable de manier. Moi-même qui suis juste avec un peu de service public et de droit constitutionnel de la Ve République, qui est un peu du droit constitutionnel pour des gens qui n'ont que la moitié d'un cerveau, j'arrive péniblement à vous suivre, mais je suis très heureux de présider cette séance et très intimidé parce que je suis là pour avoir, si j'ai bien compris, commis une conférence dans laquelle, en effet, je m'intéressais, mais assez brièvement, au conflit conceptuel que suppose le concept de propriété du point de vue occidental, et notamment du point de vue de ces Anglais arrivés en terra nullius, puisque comme les Espagnols, comme les Français, les Anglais arrivés en Nouvelle-Zélande ont considéré qu'il n'y avait rien, puisqu'il n'y avait pas encore eux, n'est-ce pas? Et ils se sont en effet rendus compte qu'il y avait en effet des gens qui, peut-être à leurs yeux, étaient sans doute des choses, qui eux-mêmes avaient une toute autre conception de la propriété, et certainement pas celle qui consistait à tracer une ligne sur le sol et à considérer que cette fois-ci, plus personne ne pouvait franchir cette ligne. Au contraire, en effet, comme le montrent magnifiquement bien les travaux d'historiens environnementalistes, et qui sont souvent des historiens en fait du droit, mais qui doublés d'une conscience écologique assez forte, la Terre n'a jamais été acquise autrement que par la violence et aussi par la ruse, puisque, comme vous le savez, les Anglais comme les Espagnols comme les Français ont su acquérir des terres en faisant croire aux populations qui étaient là qu'elles signaient un traité et que ces mêmes populations, évidemment, ne savaient même pas lire et qu'elles ne comprenaient évidemment pas. Et j'avais donc, en effet, rencontré les travaux notamment de Stuart Banner, parmi d'autres, qui fait partie de ces historiens qui sont extrêmement inspirants pour les juristes. Mais enfin, il est lui-même juriste, c'est-à-dire, mais sa casquette ou son chapeau est extrêmement large. Voilà, donc je suis très, très heureux de pouvoir présider cette séance. Et je ne vais pas être trop long, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas faire d'intervention. Je vais au contraire aussi vigilant que possible. J'ai cru comprendre que donc les 20 minutes sont absolument impératives. Vous avez le droit à 24 secondes de dépassement, mais si j'ai bien compris, il y a une règle coutumière déjà acquise. Je vais donc sans plus attendre donner la parole à Doris Farget, qui est professeure de droit à l'Université de Québec à Montréal, et à Carole Delamour, qui est chercheuse en anthropologie au CIRA, également à Montréal, sur un thème, une conférence sur la propriété désenchantée, ou comment les conceptions coloniales européennes ont effacé les conceptions foncières autochtones. Je crois que nous sommes absolument dans le sujet. Je vous remercie infiniment. Merci, professeur Brunet, pour la parole. Avant de commencer, nous aimerions remercier les organisatrices Mélanie Clément-Fontaine et Gaëlle Gidrol-Mistral. Merci pour cette conférence très stimulante. Alors, on est un petit peu des imposteurs ici parce que nous non plus, on n'est pas privatistes du droit, mais les réflexions de ce matin étaient, ma foi, passionnantes et on va essayer d'ajouter notre réflexion sur ces différences conceptuelles liées à la propriété, à l'occupation, à l'utilisation du territoire en contexte autochtone en Amérique du Nord. En fait, notre présentation conjointe à Carole et à moi s'intitule « La propriété désenchantée » ou « Comment les conceptions coloniales européennes ont effacé les conceptions foncières autochtones ». Cette présentation a trois objectifs.
d'abord de très brièvement nous situer à travers les conceptions européennes modernes et libérales de la propriété et à travers des propositions de désenclavement. Ensuite, de mettre en lumière les régimes de propriété relationnelle des patrimoines Ilnous, et on va vous expliquer cet ethnonyme dans un instant, et identifier les défis d'arrimage entre, d'une part, les conceptions européennes modernes et libérales de la propriété et les régimes de propriété relationnelle Ilnous. On va faire notre présentation en 4 temps. D'abord, un bref rappel des conceptions européennes. Alors, ça sera un rappel très inexhaustif et on vous invite à surfer un petit peu sur ce qui a été dit ce matin en la matière. Ensuite, des propositions de désenclavement au sein de la nation Innu et au-delà, puis un approfondissement des régimes de propriété relationnelle des patrimoines Ilnous, et on terminera par des pistes de réflexion et une conclusion. Donc, commençons avec ce bref rappel non exhaustif des conceptions européennes modernes et libérales de la propriété. Merci Carole pour le petit rappel du PowerPoint. Au niveau des fondements, les écrits de John Locke associent la capacité d'appropriation du territoire à ceux qu'il appelle des sujets de raison. Et ce faisant, il exclut ainsi ceux qu'à l'époque on appelle les sauvages, les Indiens, les femmes et les enfants. Ce faisant, dans un premier temps, lorsque les Européens arrivent en Amérique du Nord, les relations font que les Français sont dépendants, en tout cas pour ce qui est du Québec d'aujourd'hui, dépendants des Autochtones pour survivre sur le territoire, mais tranquillement, les débats au niveau philosophique, au niveau des juristes, ce qu'on appellera les juristes du droit international, du droit des gens, vont faire qu'on va retirer la propriété aux Autochtones, notamment tout le débat sur la propriété des territoires de chasse qui, parce que ces peuples nomades n'utilisaient pas à l'année les territoires de chasse, se sont vus retirer la propriété sur ces territoires et également ceux-là sont vus retirer parce qu'ils n'ajoutaient pas une plus-value nécessaire à apporter pour être propriétaire selon les théories de Locke. Donc, du point de vue de ces théories, on valorise l'appropriation et la marchandisation du territoire et il est possible donc d'échanger, de détruire ou de vendre un territoire. C'est une conception qui est animée par la dichotomie nature-culture qui est bien illustrée, bien discutée en anthropologie notamment, où les humains finalement surplombent la nature, le territoire est l'équivalent d'une marchandise qui vise à être appropriée, contrôlée, maîtrisée. Et cette conception de la propriété, une conception qui deviendra une conception de la propriété privée, individuelle et exclusive, est érigée en modèle universel. Alors, plusieurs auteurs, évidemment, ont démontré le lien entre la propriété moderne comme outil d'usurpation des territoires ancestraux et le fait que ces théories-là ont érigé certains sujets en sujets raciaux, dont les peuples autochtones. Sans plus-value apportée au territoire, les peuples nomades ne pouvaient pas être propriétaires des terres et donc la conséquence a été l'application des théories de la terra nullius, arriver à faire en sorte que des territoires, ceux de l'Amérique du Nord qui étaient néanmoins habités, occupés, des territoires qui étaient organisés par ces peuples, mais organisés selon des modèles que ne reconnaissaient pas les empires coloniaux, eh bien, se sont vus qualifiés de terra nullius, de territoires sans maître. Alors, après cette usurpation et après donc la souveraineté sur les territoires qui a été affirmée notamment par le Canada en Amérique du Nord, eh bien, tranquillement, il a été nécessaire de reconnaître est nécessaire parce qu'il y a eu un mouvement d'affirmation autochtone, des mouvements d'affirmation autochtone. Il a été nécessaire de reconnaître certains droits aux autochtones, donc le droit de l'État canadien dans un premier temps, a reconnu certains droits, je pense en particulier à l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982, qui reconnaît les droits ancestraux, qui reconnaît notamment parmi ces droits ancestraux le titre aborigène, qui est le droit au territoire lui-même, qui est un droit collectif sur les terres. Et je réfère ici aussi à l'affaire d'Elgamout, Colombie-Britannique, qui définit le titre aborigène, qui également nous donne les conditions d'accession à ce titre. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a une seule nation qui est détentrice de ce titre, la nation Tchilcotin,
et qu'il est extrêmement difficile de faire la preuve du titre ancestral en droit canadien. Donc, il y a très peu de nations qui en sont détentrices. La nation Innu, pour ce qui est du cas qui va nous occuper dans un instant, affirme ce titre, mais ce titre n'est pas reconnu à la nation par l'État actuellement. Si on regarde un petit peu en droit international et interaméricain, eh bien, c'est à nouveau des droits collectifs que les États reconnaissent aux peuples autochtones. Donc, en droit interaméricain, depuis 2001, la Cour américaine des droits de l'homme a reconnu le droit collectif de propriété sur les terres dans l'affaire Awasteni. Et donc, c'est cette propriété collective sur les terres qui est reconnue. Et bien sûr, à nouveau, et tout comme en droit canadien d'ailleurs, le titre en droit canadien non plus n'est pas un droit absolu. La propriété collective en droit interaméricain ne l'est pas non plus. Donc, les États, et l'État canadien pour ce qui est du titre aborigène et des droits ancestraux, peut tout à fait porter atteinte à ces droits en cas d'objectif impérieux et réel. Sachez enfin que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, elle aussi, reconnaît, protège les droits des terres, territoires et ressources des peuples autochtones. Et à nouveau, il s'agit de conférer des droits collectifs pour le faire. Alors, on va le voir, ces catégories, titres aborigènes, droits ancestraux, droits de propriété collective, droits de possession des peuples autochtones, ne sont pas parfaitement adaptés aux droits du quotidien, aux droits vivants, éprouvés, expérimentés par les personnes et les familles vivant en territoire. Et c'est la démonstration qu'on va tenter de faire dans les prochaines minutes, Carole et moi. Avant d'y passer, je voudrais rappeler, et là, je vais changer de PowerPoint, de diapositive. Non, c'est dans l'autre sens. Hop. Eh bien, il y a déjà plusieurs auteurs, hors du contexte Innu, qui ont déjà affirmé que on pouvait déployer une compréhension de la propriété qui s'extirpe de la conception moderne, libérale et coloniale. Et je pense ici aux travaux de Franz et Kibet von Benda-Beckmann, qui affirment que les régimes de propriété ne peuvent pas facilement être saisis selon un modèle juridique, politique et économique qui soit unidimensionnel, sur la base du postulat selon lequel les systèmes de propriété structurent les économies au sein de toutes les sociétés et assurent la continuité des groupes sociaux. Ils soutiennent que la propriété est multifonction, multifacette, plurielle et complexe selon les époques et les lieux. Leurs travaux donc désenclavent la propriété de la conception moderne et démontrent que cette notion n'a pas une seule signification uniforme et universelle. Pour mettre en lumière la pluralité des formes de propriété, ces auteurs s'enracinent dans la vision relationnelle de la propriété du peuple Minangkabau de l'ouest de Sumatra par le biais d'une démarche empirique. Un autre exemple de désenclavement est celui proposé par Brenna Bendar dans son ouvrage Colonial Lives of Property. Et en guise de résistance à la conception moderne, libérale et capitaliste de la propriété, Bendar propose de privilégier des usages sociaux alternatifs axés sur des contre-représentations de la propriété. Selon cette autrice, ce qu'elle appelle les « radical political traditions of the oppressed » sont seuls à pouvoir permettre un réordonnancement fondamental des régimes de propriété. Et ce réordonnancement, selon elle, passera par la prise en considération des ontologies au sein desquelles les rapports de propriété s'enracinent, ontologie par ailleurs effacée par le colonialisme et encore aujourd'hui généralement absente de la formation des juristes. Ces propositions, qui ne sont que quelques exemples, ne sont pas sans rappeler plusieurs conclusions déjà formulées par des anthropologues travaillant au sein de et avec la nation Innu, donc nation qui se situe sur les territoires de ce que sont aujourd'hui l'actuel Québec et la province de Terre-Neuve-Labrador. On y viendra dans un instant et Carole présentera la nation plus en détail. En particulier, donc, ayant ces anthropologues qui ont documenté les alliances interfamiliales, les régimes fonciers et l'occupation du territoire en contexte Innu. Donc, parmi eux, plusieurs ont déjà démontré que la famille, les réseaux de parenté sont des unités sociales importantes au sein de la nation. D'autres ont montré qu'il y avait des notions dans la langue Innu, dans l'Innu-Aimun, pour déterminer la relation juridique, le titre sur les terres. Donc, Tipenitam, par exemple, un titre qui correspond à un contrôle mental, à une responsabilité, à une maîtrise sur la terre. Et Sylvie Vincent, donc l'une de ces anthropologues, a aussi montré qu'il y avait des règles d'occupation et de transmission des territoires familiaux
et qu'il y avait des frontières ouvertes qui existaient en territoire et qui étaient contrôlées par les familles. Alors, sur ces quelques mots, je cède la parole à ma collègue. Merci. Oui, donc bonjour et merci aussi également pour l'invitation à ce colloque qui, en effet, je suis vraiment... Est-ce que je peux continuer le... Ok. Merci. Donc, c'est ça, on va continuer à partir un peu plus dans un univers un petit peu différent des notions de propriété. Et pour continuer à illustrer avec un cas bien particulier les propos de Doris, je vais vous parler d'un exemple d'application à travers lesquels les droits de propriété justement territoriaux collectifs autochtones peuvent devenir un obstacle dans les revendications autochtones, car ils ne représentent pas nécessairement les régimes de droits locaux. Et donc, je vais vous présenter un exemple plus spécifique en fait, dans le cadre des demandes de rapatriement d'objets, parce qu'évidemment, le territoire fait partie des patrimoines Innu. Et donc, je vais exposer une partie des incompatibilités qui existent entre les régimes de propriété des patrimoines Innu et les catégories qui sont imposées justement par les politiques institutionnelles ou les lois qui régissent les politiques de rapatriement à travers l'exposition d'un cas rapide de documentation d'un tambour Innu. Donc, c'est ça rapidement. J'ai travaillé de 2011 à 2017 et continue avec les Pequawgamilnut de la communauté de Mashteuiatsi, qui donc sur un projet de rapatriement d'objets. Donc là, ce que vous voyez en rouge, c'est vraiment le territoire de la nation Innu qui comprend 11 communautés. Donc, quand on parle de communautés au Québec, on parle en fait, c'est selon les réserves. Donc, il y a 9 communautés au Québec et 2 au Labrador. Donc, Mashteuiatsi, c'est la communauté la plus à l'ouest, donc qui est située au lac Saint-Jean. Et donc, après des politiques d'assimilation culturelle qu'ils ont subies, comme tous les autochtones au Canada, les Inuits ont repris en charge véritablement l'éducation et leur programme culturel depuis les années 1970. Et en 2005, ils ont voté une politique d'affirmation culturelle dans laquelle ils ont affirmé leur volonté de rapatrier leur patrimoine culturel. Et donc, à travers des recherches qu'on a menées pendant plusieurs années avec les Inuits pour documenter justement les objets qu'ils voulaient rapatrier, on a vraiment démontré que les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être aussi, qui sont associés aux objets, diffèrent véritablement selon les familles et surtout aussi selon les territoires que les familles occupent. Donc, cette réalité, elle est liée au caractère fondamentalement structurant de la famille dans l'organisation sociale et dans la transmission des territoires. Sauf qu'aujourd'hui, ces dimensions familiales et territoriales, elles demeurent toujours présentes et leur prise en compte est essentielle justement pour mieux appréhender les patrimoines autochtones au sein des procédures de rapatriement. Mais un des problèmes auxquels est confrontés les Inuits notamment, c'est que les patrimoines autochtones sont actuellement conçus, que ce soit au sein des conventions internationales, des pratiques ou des politiques muséales, en termes principalement collectifs et communautaires. Et donc, en fait, dans la réalité, ça devient un obstacle pour les Premières Nations du Québec parce qu'on leur demande de prouver la propriété collective ou communautaire de biens qui, en fait, étaient utilisés dans le cadre d'une vie semi-nomade et surtout familiale. Donc, pour essayer d'affiner un peu plus notre compréhension et de reconnaître davantage la diversité de ces patrimoines-là, mon projet doctoral a consisté à mettre en place des inventaires avec les familles, donc des inventaires de leur patrimoine. Et donc là, je vais essayer d'aller rapidement sur un inventaire qu'on a fait avec un de mes amis, donc Innu, donc Thomas Siméon. Donc, on a procédé à l'inventaire et la documentation des objets, des motifs qui étaient toujours conservés chez lui. Donc, il y a plus de 500 entrées. Mais on a documenté évidemment davantage l'histoire en profondeur de certains objets, et notamment celle d'un tewegan, donc d'un tambour que son père a réalisé avec la peau du premier caribou que Thomas a tué dans les années 1980. Et donc, je précise en fait que le tewegan, pour les Inuits, c'est une entité vivante, donc qui est véritablement un outil, une entité de communication avec les esprits des animaux. Donc, une entité extrêmement importante pour les Inuits. Donc, en 1980, donc Thomas, sa femme et son père sont partis en territoire. Et après plusieurs jours de chasse infructueuse, Thomas s'est plaint à ses ancêtres de cette chasse infructueuse.
Et donc, après ces complaintes, et alors qu'ils s'apprêtaient à quitter les lieux de leur campement habituel le lendemain, ils ont fait la rencontre d'un caribou qui était dans la rivière. Et donc, dans la réalité, ce caribou a été envoyé par les ancêtres pour répondre aux demandes de Thomas. Et donc, après une longue hésitation, Thomas a dû tuer ce caribou. Donc, je vous passe une quantité de détails. Mais 20 ans plus tard, Thomas et Gérard ont réalisé un tambour avec la peau de ce caribou-là pour répondre en fait à un contrat qui avait été proposé par le Musée canadien de l'histoire de Gatineau au Québec. Et donc aujourd'hui, ce tambour-là est conservé à Gatineau et donc il était important pour Thomas de documenter davantage l'histoire de ce tambour, de la rendre publique pour essayer potentiellement de le faire revenir auprès de la communauté. Donc l'histoire du Téouégan, qu'est-ce qui nous intéresse ici ? C'est qu'elle nous permet de mettre en lumière certaines dimensions familiales et territoriales en fait, qui régulent les régimes de propriété des patrimoines Innu. Et un des aspects primordiaux, c'est le fait que ces régimes de propriété sont basés sur des relations qui sont entretenues avec les non-humains, tels que les ancêtres, les animaux, mais également des entités, des objets tels que le tambour. Et donc, le caribou qui a été envoyé par les ancêtres de Thomas, s'il ne l'avait pas tué, en fait, il aurait vraiment offensé les ancêtres, comme le montre la citation de Thomas, qui précise bien, selon la province, on n'avait pas le droit de tuer ce caribou-là à ce moment-là, mais selon nous autres, selon nos propres façons de faire, si ça ne se fait pas, on aurait insulté nos ancêtres. Donc, ce système relationnel, en fait, se perpétue vraiment dans le respect qui est porté à l'animal, en fait, en le tuant finalement, mais également par rapport au traitement qui est accordé à ces restes. En fait, les Inuits vont utiliser chaque partie de l'animal justement et le décorer justement pour remercier son esprit. Et donc, ça participe à encourager en fait la relation de réciprocité. Les animaux vont continuer à se donner aux chasseurs. Et donc, bref, tout ça pour dire que même disparu, même une fois mort, en fait, l'animal continue à agir sur la réalité des humains. Et dans ce cas précis, en fait, donc les non-humains, les ancêtres, les animaux, orientent véritablement les pratiques en fait, des humains à travers un droit relationnel qui est basé sur le respect et l'attention portée à ces non-humains. Donc, je vais essayer de me dépêcher. Donc, ce cadre juridique relationnel, en fait, il met en lumière certaines incohérences qui sont associées au régime de propriété collective des patrimoines autochtones, tels que conçus notamment par les politiques muséales. Et dans le cas présent, le Téouégan est aujourd'hui donc conservé, comme je disais, au Musée canadien de l'histoire. Et pour plusieurs raisons, il n'est pas question pour la famille Siméon de pouvoir en faire une demande de rapatriement. Parce que déjà, la politique de rapatriement actuelle du musée prévoit le rapatriement d'objets qui, comme dans la citation le mentionne, ont été utilisés par des guérisseurs traditionnels et sont définitivement liés à des pratiques religieuses traditionnelles et continues. Donc, il y a véritablement une définition particulière, et bien qu'il ne soit pas en fait, difficile pour eux de démontrer la pratique religieuse qui est associée au tambour parce que c'est un objet spirituel, le régime de propriété qui est prévu dans la politique se réfère encore là à la communauté. Sauf lorsque justement le demandeur est une personne ou un groupe de personnes ayant un lien historique incontesté aux objets, mais qui ont été acquis dans des conditions qui étaient illégales à l'époque. Donc là, on revient à cette notion d'illégalité. Mais donc là, évidemment, eux, ils ne peuvent pas prouver cette condition d'illégalité parce que le tambour a été vendu au musée. Donc, ce qui est intéressant, justement, en piste de réflexion, c'est que cette situation illustre d'une part l'ambivalence des contextes d'acquisition en fait, des objets qui sont plus, dans ce cas-là, qui est plus complexe qu'une simple aliénation marchande, parce que dans un contexte familial et personnel assez particulier, le contrat avec le musée de Gatineau a été l'occasion pour Gérard et Thomas de réaliser ce tambour-là, et surtout, ça a été le moyen de satisfaire la volonté des ancêtres de faire ce tambour-là avec la peau du caribou. Toutefois, une fois qu'il a été réalisé, Gérard aurait préféré évidemment conserver le tambour pour qu'il soit transmis à son fils, mais pour respecter le contrat avec le musée, en fait, ils ont été amenés à rompre le contrat qui a été engagé avec le caribou et avec le tambour, qui, selon le droit Innu, aurait dû rester inaliénable.
Donc, en fait, aujourd'hui, prouver le régime de propriété d'un objet Innu au moment de son acquisition mériterait, selon nous, que l'on repasse les notions d'aliénation et de consentement, notamment à la lumière des relations et des responsabilités qui sont engagées avec les non-humains. D'autre part, tant que les modalités familiales ne sont pas davantage prises en compte, notamment chez les Inuits, les demandeurs individuels doivent encore entamer de telles requêtes auprès de la communauté. Sauf que ces requêtes peuvent être perçues vraiment comme étant vaines en fait, par les propriétaires d'origine, car elles ne permettent pas de restaurer en fait, les pertes ancestrales et familiales des propriétaires légitimes, puisque ces objets seraient rapatriés à la communauté et non pas à la famille. Donc finalement, juste pour ouvrir un petit peu, puis pour conclure après avec Doris, pour revoir rapidement le Tewegan, en fait, il ne s'agit pas de remettre en question l'existence ou la pertinence justement de droits collectifs, mais plutôt de préciser en fait certaines spécificités culturelles et de les reprendre vraiment les prendre en considération pour ne pas reproduire justement des pratiques qui tendent à concevoir les patrimoines de façon essentialisée. Et donc là, pour les Inuits, mais également pour les chercheurs, en tout cas dans notre position, là, une des difficultés, c'est qu'on se retrouve devant un défi, c'est comment finalement faire reconnaître sur le plan juridique des droits basés sur une appartenance territoriale familiale, sans remettre en question, en fait, sans remettre en péril l'existence des droits collectifs qu'ils ont réussi à acquérir depuis, après des décennies finalement de revendications et d'affirmations. Est-ce que Bon, on avait une petite conclusion, mais là, on va finir sur ça. Donc, ça ouvre un petit peu la question justement des droits de propriété collectifs et familiaux. Merci. Je vais donner la parole maintenant à Flora Verne, qui est maître de conférence en droit privé à l'Université catholique de Lyon. Et elle nous parlera de la propriété et les droits coutumiers. Bonjour à tous. Je remercie tout d'abord Mélanie Clément-Fontaine et Gaëlle Gidrol-Mistral pour leur invitation. Et je vais passer sans transition à mon intervention sur la propriété et les droits coutumiers. Donc en réalité, cette intervention, elle porte sur les relations entre le droit de propriété tel qu'il est envisagé en France et les droits coutumiers portant sur le foncier spécifiquement. L'article 544 du Code civil, tel qu'il est interprété par la doctrine depuis à peu près la seconde moitié du XIXe siècle, semble faire de la propriété un ensemble de prérogatives subjectives. Et en ce sens, l'interprétation en fait, de l'article 544 est directement inspirée des travaux des romanistes. Et il en résulte une conception assez abstraite et unitaire de la propriété qui s'attache au sujet de droit plutôt que de se calquer sur l'infinie diversité des choses. On se figure donc que le droit des biens modernes aurait naturellement, nécessairement mis fin aux propriétés divisées de l'ancien droit et interdit la résurrection des propriétés simultanées et notamment des propriétés d'origine coutumière. Et je vais essayer de vous montrer que rien n'est moins faux. Alors, l'article 544, effectivement, textuellement, il est inspiré des romanistes, Bartol et Doma, mais il est très esseulé dans le livre 2 du Code civil. Il fait en fait figure d'exception au sein de dispositions qui sont très, très largement reprises à l'ancien droit et en fait au recueil de coutumes qu'on avait dans l'ancien droit. De la distinction des biens jusqu'au régime des servitudes, le législateur a essentiellement œuvré à l'unification des diverses coutumes qui existaient en France. Et en fait, il a souvent conservé même la formulation de ces coutumes et leur dimension casuistique, les exemples qu'on trouve dans le Code civil, les lapins, les garennes, tout ça, les pigeons. Donc, on a une grande dimension coutumière déjà dans le Code. La loi nous invite d'ailleurs expressément, et elle invite le juge en particulier, à se référer aux usages locaux pour déterminer l'étendue des droits de l'usufruitier, par exemple sur les produits des arbres et des pépinières, pour faire peser sur l'usufruitier toutes les charges que les usages locaux attachent aux fruits. On a également l'exemple du régime des eaux. Le régime des eaux est régi par l'usage, au-delà des dispositions légales et réglementaires, bien sûr. On trouve la même référence en matière de clôture. Donc pour les clôtures et les servitudes légales de distance, on se réfère également aux usages locaux.
Donc, le Code civil ne renvoie pas directement à la coutume, mais il renvoie à l'usage, aux usages locaux qui finalement n'en sont pas très loin, puisque les usages portent sur des questions techniques que la loi n'a pas vocation à régler directement et qui ne sont pas inscrites donc, dans le marbre. Par ailleurs, si on regarde ce qui s'est passé historiquement au moment de la Révolution française, elle a eu pour effet d'abolir les privilèges en ce qui concerne le droit des biens, c'est-à-dire les tenures féodales. Les tenures féodales, c'était des concessions foncières attachées à des obligations propter rem dont il n'était possible de se défaire qu'en abandonnant la terre. Aujourd'hui, l'ordre public prohibe les engagements perpétuels. Il le prohibe également dans le chapitre sur les servitudes, où on nous rappelle que la féodalité est interdite. Mais la Révolution, en fait, elle n'a aboli que la féodalité, elle n'a aboli que ces engagements perpétuels qui étaient liés à la concession terrienne. En fait, la Révolution, elle a repris ou consacré un certain nombre de solutions donc, qui nous venaient de l'ancien droit, la plus emblématique et la plus méconnue étant très probablement l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui était en fait une clause dans les concessions seigneuriales, mais qui n'était pas féodale en elle-même et qu'on a reprise et que l'État a très largement reprise à son compte. Donc, revenons en fait sur l'idée d'une propriété absolue. Le législateur, dès le tout début du XIXe siècle, a instauré le régime des mines, au lendemain de la promulgation du Code civil. Peu après, la Cour de cassation a consacré le bail emphytéotique, qui avait été omis par le législateur. La Cour de cassation nous dit que ce bail emphytéotique est une manifestation du domaine divisé avec un domaine éminent et un domaine utile. Ce contrat, en fait, n'a jamais été teinté de féodalité, il n'a jamais été aboli par la Révolution et le législateur l'a depuis consacré aux côtés du bail et domaine congéable qui nous vient de la coutume de Bretagne, par exemple, et des différents baux à construction et autres baux constitutifs de droit réel dont on a pu parler ce matin. Donc, la propriété du Code civil, en fait, on voit bien qu'elle n'a jamais fait obstacle totalement à l'usage, à la coutume, à ces institutions en fait, qu'on pourrait croire disparues, mais qui perdurent, qui sont très vivaces dans notre droit positif. Et en fait, l'article 544, finalement, parce qu'il ne dit pas dans tous ces silences, il porte, à mon sens, une célébration sans précédent du droit coutumier. C'est un peu paradoxal de dire ça, mais je me le permets. Donc, j'ai voulu remarquer ça à titre liminaire pour vous dire que ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Je vais vous parler de droit coutumier, mais je vais vous parler d'un droit coutumier beaucoup plus proche des sources. Parce que là, on est sur du droit coutumier qui est entré dans la loi. On est sur du droit coutumier un petit peu abattardi, finalement, puisqu'on a des textes qui nous disent « bah oui, finalement, voilà, c'est comme ça que ça va marcher ». Et moi, je voudrais vous parler de droit coutumier qui n'est pas entré dans la loi, qui a été reconnu par la jurisprudence, évidemment, parce que sinon, on ne pourrait pas parler de droit, mais qui continue de s'appliquer aujourd'hui en France. Et pour continuer sur la lancée de mes collègues de ce matin et de tout à l'heure, j'ai fait un plan en 4 parties. Voilà. Alors, 4 parties qui sont en fait 4 exemples que je vais vous donner de droits fonciers d'origine coutumière. Alors, j'ai essayé de prendre des choses un petit peu diverses pour ne pas trop me répéter et qui contredisent les mythes qu'on a construits autour de l'article 544 du Code civil. Alors, le premier exemple, c'est la Lex Stratae en Catalogne. C'est un exemple qui est assez unique en France. La Lex Stratae, c'est un droit de pâturage et d'irrigation qui est accordé sur certaines terres aux habitants des communes anciennement régies par les usages de Barcelone. Donc, en fait, c'est une coutume transnationale aujourd'hui entre la Catalogne française et la Catalogne espagnole. Et l'article 72 de ce texte, qu'on appelle la Lex Stratae en hommage au premier mot de la disposition, prévoit que les prés, les paccages, forêts, garrigues appartiennent aux communes dans le seul but que le peuple puisse en jouir librement et sans frais, donc notamment pour les pâturages et l'irrigation. Donc ce texte, en fait, il interdit aux communes d'aliéner ces terres ou d'en accorder un usage exclusif à quiconque. Et on se rend compte qu'en fait, c'est un régime d'affectation qui est une paradomanialité publique qui s'impose par la force de la coutume. Et la particularité de ce texte, justement, c'est qu'il est exclusivement coutumier. Il n'y a pas de titre. Les coutumes n'ont pas de titre qui leur confère la propriété de ces biens, même si a priori ça devrait être une domanialité publique ou privée.
Et les habitants, ils ont également un droit d'usage sur ces mêmes terres en qualité de résidents de la commune, mais ils n'ont également aucun titre. C'est la coutume en fait qui s'applique sur ces communes catalanes. Et on a pu craindre pendant un certain temps la disparition de cette coutume. Au XIXe siècle, il y a eu un article qui décriait la lex stratae. La jurisprudence a exprimé des réticences tout à fait vives en autorisant notamment le cantonnement des droits d'usage, donc qui les amenait à disparaître en les échangeant contre un petit bout de propriété. Mais les usages de Barcelone continuent d'être invoqués dans des litiges aujourd'hui. Ils sont invoqués soit par les communes contre des propriétaires privés, soit par les habitants contre les communes qui essayent de bafouer leurs droits. Et la jurisprudence reconnaît aujourd'hui la vigueur de la lex stratae qui peut s'appliquer dans certains cas, sous réserve évidemment de son applicabilité territoriale, puisqu'elle ne couvre pas toute la Catalogne actuelle, enfin pas toutes les Pyrénées-Orientales, mais vraiment la partie qui était couverte par les usages de Barcelone. Donc, premier exemple d'une authentique coutume, on n'a pas de titre, on n'a rien du tout, on a juste la coutume qui est reconnue comme telle par la Cour de cassation. Je vais passer au deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est le Patek en Provence. Alors, en fait, la plupart des droits coutumiers, ils ont une origine coutumière, mais il y a également des titres qui vont contribuer à les fonder. Et le Patek, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas toujours de titres. Il y en a de temps en temps, il n'y en a pas toujours. Alors, en fait, j'aurais pu prendre plein d'autres exemples. On avait les droits de bandite qui ont été abolis par la loi. On a le cayolar en pays de Soule, donc dans le Pays basque. Mais le Patek est beaucoup plus fréquent en jurisprudence. C'est tout le pays aixois qui connaît des Pateks. Et il a également beaucoup d'équivalents en fait, dans la région de Toulouse et dans la région du Poitou-Vin. On a d'autres institutions, souvent avec des noms très proches d'ailleurs. Le Patek, c'est une dépendance non bâtie de parcelles construites qui est affectée à l'usage collectif, souvent pour le passage et l'accès aux bâtiments, y compris pour les canalisations. Donc en fait, c'est un chemin ou une cour dont l'usage est commun à tous les propriétaires qui habitent à proximité. Et la jurisprudence considère traditionnellement que ces dépendances sont placées dans un état d'indivision forcée et perpétuelle, et donc on ne peut pas demander le partage. Mais la jurisprudence reconnaît aussi au Patek une origine coutumière qui est généralement invoquée par les juges pour justifier que chacun puisse user de la dépendance comme s'il en était propriétaire, sous la double condition de l'utiliser selon sa destination et de ne pas porter atteinte aux droits égal et réciproques des autres communistes. Donc en fait, la jurisprudence nous dit le Patek, dans le droit coutumier aixois, c'est de facto inconstructible. Et donc, on peut créer, par exemple, des vues sur un Patek, puisque comme il est inconstructible, on ne risque pas d'avoir un problème de distance avec la prochaine construction. Et donc, en théorie, le Patek, on se dit, ça devrait reposer sur des titres, puisque c'est une indivision perpétuelle et forcée, on devrait avoir des titres quelque part. Le problème, c'est que, très généralement, on n'en a pas. Parce que les Pateks, c'est très ancien, c'est l'accessoire nécessaire des fonds voisins, et ça n'a pas toujours été inscrit ou retranscrit dans les titres, ça n'a pas toujours été publié à la publicité foncière. Et donc, les juridictions judiciaires comme administratives reconnaissent que le Patek peut être une propriété commune indivise ou une propriété divise dont seul l'usage est commun. Donc, en fait, peu importe le titre, propriété privée, indivision, peu importe ce que vous avez dans vos titres, à partir du moment où l'usage est commun, on va dire depuis un temps immémorial, que la dépendance est utilisée de manière collective, eh bien, c'est un Patek et on applique les règles que la jurisprudence considère comme coutumières. C'était pas forcément, on ne se réfère pas à un texte particulier d'une coutume rédigée, contrairement à la lex stratae. Mais voilà, c'est coutumier, tous les Pateks fonctionnent à peu près pareil, et donc la Cour de cassation reconnaît donc cette fonction coutumière au Patek, et même si on n'a pas de titre, même si les titres ne précisent pas les droits de chacun, la manière dont il peut user du Patek, eh bien, la jurisprudence va rajouter en fait au titre pour créer un régime. Et c'est très intéressant parce que le Patek, bon, je vous ai dit, c'est un chemin. Un chemin, ça nous fait penser par exemple à une servitude de passage. Une servitude de passage, c'est discontinu et non apparent, ça ne pourrait s'acquérir que par titre. Eh bien là, justement, le Patek, il s'acquiert par l'effet de la coutume et non par titre, ce qui nous montre bien que c'est une institution différente d'une simple servitude de passage qu'on pourrait avoir sur un chemin. Et donc, ça nous révèle en fait cette coutume de Provence qui diffère de ce qu'on trouve dans le code.
Le troisième exemple dont je voudrais vous parler, c'est les étangs de la Dombes, également de la Bresse. Parce que les étangs vont nous montrer que le droit coutumier ne produit pas toujours ses effets directement. Pourquoi? Parce que dans le cas des étangs, contrairement au cas du PATEC, on va avoir des titres qui sont beaucoup plus importants. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les étangs, on a une organisation assez particulière de la propriété, et donc cette organisation, elle repose fondamentalement sur des titres. Et donc, la coutume, elle ne permet pas d'établir les droits de chacun, mais elle va avoir une fonction supplétive, c'est-à-dire que quand les titres ne nous disent pas ce qu'on doit faire, eh bien, on va s'en référer à la coutume pour compléter ce qu'il y a dans les titres, parce que c'est des titres anciens qui ne précisent pas toujours grand-chose. Alors, dans le système de gestion des étangs, en fait, l'étang, il est alternativement mis en eau pendant 2 ans et asséché pendant la 3e année. Et en fait, les droits fonciers sont répartis entre les propriétaires de l'évolage. Donc, l'évolage, c'est l'étang avec de l'eau. Et les propriétaires de l'assec. Donc, l'assec, c'est l'année où on a asséché l'étang. Donc, il y en a qui vont avoir un droit de chasse, un droit de pêche, pour le gibier d'eau notamment, et d'autres qui vont avoir un droit de planter, par exemple, du chanvre sur l'étang asséché. Et la Cour de cassation reconnaît dans ce mode de gestion des étangs une institution coutumière dans laquelle, en fait, on a 2 droits fonciers distincts qui s'exercent à tour de rôle sur le sol de l'étang, donc selon qu'il est en eau ou non. Mais la Cour de cassation, donc là, on a des titres. On a des titres qui nous disent il est propriétaire de l'assec, il est propriétaire de l'évolage. Mais la Cour de cassation nous dit également, eh bien, dans ce cas-là, on a une indivision ordinaire. Donc, en fait, on considère que ces 2 droits qui s'exercent concurremment sur la même chose, mais avec un mode de répartition particulier des fruits, puisqu'il y en a un qui va avoir droit à certains fruits pendant 2 ans et l'autre qui aura droit à certains fruits pendant 2 autres années, ce qui n'est pas incompatible avec le régime de l'indivision. On peut faire des conventions sur les fruits. Donc, la Cour de cassation nous dit ça et nous dit finalement, il n'y a pas de partage de l'immeuble, on est dans un cas d'indivision. Donc, voilà, ici, on a un droit d'origine coutumière qui repose sur des titres, puisque donc on a des titres sur l'assec ou sur l'évolage. Alors, je vous passe en fait une difficulté supplémentaire qui est que très généralement, chaque étang, en fait, il est divisé en plusieurs parcelles qui sont délimitées par des bornes. Donc, en fait, sur chaque étang, vous imaginez qu'on a plusieurs propriétaires d'assec et plusieurs propriétaires d'évolage. Bon, une fois que j'ai dit ça, on comprend le bazar que ça peut être, parce qu'on a des propriétés qui vont être considérées comme indivises par la Cour de cassation, d'autres qui sont bornées sans doute plus ou moins bien et plus ou moins rigoureusement. Enfin voilà, on a quand même quelque chose d'un petit peu compliqué. Et là, ce qu'on observe dans cet exemple de droit coutumier, c'est que en fait, la Cour de cassation, elle a fait une transposition très malheureuse des catégories du Code civil en nous disant que c'est une indivision. Pourquoi? En fait, l'arrêt le plus ancien et qui vraiment décrit cette question, dans cet arrêt, la Cour de cassation, elle s'interrogeait justement sur la qualification des droits des différents propriétaires. Et on est dans un cas de propriété simultanée qui relève tout à fait de l'ancien droit. Mais la Cour de cassation, elle est bien embêtée parce qu'elle n'arrive pas à faire rentrer ça dans nos cases à nous. Et donc, au début de son arrêt, à un moment dans son arrêt, elle caresse l'idée de recourir à un droit de superficie, de dire il y en a un qui est propriétaire du fond de l'étang et l'autre qui est propriétaire de l'étang en eau. Et la Cour de cassation nous dit, bah oui, mais les superficies, c'est le bâti et le planté. C'est les bâtiments, c'est les arbres, mais l'eau, ce n'est pas une superficie, parce que l'eau, en fait, ça n'a pas cette matérialité, cette stabilité qu'on attendrait d'une superficie. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a 2 propriétés à 2 étages différents de l'étang, on va dire. Et en fait, la technique des superficies a souvent été utilisée par la Cour de cassation pour sauver des propriétés simultanées. Par exemple, la propriété de l'herbe dans une forêt, c'est une superficie, et puis comme ça permet de le sauver, de faire une propriété perpétuelle, tout qui va bien, et de ne pas en faire un usufruit. Et donc là, elle nous dit, ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se rabat sur le seul truc qui lui reste, l'indivision. Elle nous dit, si on a 2 propriétaires en même temps et qu'on ne peut pas dire qu'il y a 2 objets différents parce que l'eau, ce n'est pas un objet, eh bien, c'est qu'on doit avoir une indivision. Sauf que si on a une indivision, on peut demander le partage. Et si on peut demander le partage, ça veut dire qu'on peut mettre fin à cette propriété coutumière et donc obtenir soit la licitation des étangs, donc leur vente en fait à un tiers,
soit leur rachat par le paysan le plus fortuné, parce qu'en fait, on va pas, alors on pourrait le partager encore plus, mais en fait, la jurisprudence, en essayant de faire rentrer ce droit coutumier sur les étangs dans nos catégories à nous, eh bien, elle a complètement abattardi l'institution. Et le dernier exemple dont je voudrais vous parler, c'est l'exemple de la forêt usagère de la Teste de Buch. Alors, c'est une forêt en Gironde, à côté de Bordeaux, sur la dune du Pilat, qui a attiré l'attention des pouvoirs publics. On a eu des rapports sur le sujet, mais pas du tout de la doctrine. Et c'est une forêt privée, donc qui est entièrement propriété privée, soumise à un régime de droit privé. Et donc, le sol est divisé en parcelles qui appartiennent à divers propriétaires. Et ces propriétaires, ils possèdent également une cabane de résinier, parce qu'en fait, la forêt, initialement, elle était utilisée pour la résine de pin. On a divers actes juridiques qui remontent pour certains au XVe siècle, qui ont accordé aux habitants de plusieurs communes, en fait, qu'ils soient propriétaires ou non, une servitude qui leur permet de récupérer du bois de chauffage et également de couper certains pins pour faire des constructions. Mais il y a une condition à ce droit, c'est qu'en fait, ils ne peuvent couper des pins que pour leur usage personnel, non commercial, et pour des constructions qui seront réalisées sur le sol de la commune bénéficiaire du droit d'usage. Donc, il y a quand même des conditions très strictes. Pourquoi ? Évidemment, pour qu'ils ne coupent pas tous les pins, puisque c'est les mêmes pins dont on prélève la résine. Donc, il y a cette espèce de répartition entre les droits des propriétaires et les droits des usagers. Et donc, cette forêt existe toujours avec les mêmes droits qui se perpétuent depuis des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, bien sûr, la forêt fait l'objet de très nombreux litiges parce que les propriétaires du sol, ils se disent qu'ils aimeraient bien raser un bout de forêt pour se construire une maison. Voilà. Puis, il y a du pétrole, enfin, il y a des tas de choses dans le sol de cette forêt. C'est très intéressant, en fait. Et alors là, on a un problème parce que les juridictions, là encore, elles ne savent pas trop quoi faire de ces droits, alors, qui sont à la fois fondés sur des titres. Hein, ici, on a des titres tout le temps, mais que dans la Cour de cassation reconnaît aussi quelque part le caractère coutumier. Et les juridictions relèvent à partir des titres le caractère indivisible des droits d'usage. Donc, les juridictions nous disent, si on veut cantonner les droits d'usage, donc si on veut dire aux habitants des communes, vous avez le droit de couper des pins sur un tout petit bout de parcelle qui vous appartient et puis vous n'avez pas le droit au reste de la forêt, eh bien, il faudrait que tous les propriétaires de la forêt soient d'accord. Et puis, donc les juges nous disent ça parce que le droit est indivisible sur toute la forêt. Et puis, ils nous disent aussi, les propriétaires, ils n'arrivent pas à savoir combien il y a de propriétaires sur toute la forêt. On ne peut pas savoir. On ne sait pas si les parcelles sont réellement privatives, si elles sont indivises ou si elles sont soumises au régime des biens non délimités. En fait, les titres sont extrêmement incomplets et on n'arrive pas à savoir exactement qui est propriétaire de quoi. Donc, les propriétaires n'ont jamais qualité à agir parce qu'ils ne sont jamais unanimes finalement pour demander le cantonnement des droits d'usage. Donc, en fait, c'est salvateur pour le droit d'usage, mais le droit d'usage ne tient plus qu'à ça, parce que les juridictions disent c'est un droit d'usage, on peut le cantonner, hein, c'est le code forestier qui nous dit qu'on peut le cantonner, et l'imprécision des titres fait survivre ces droits d'usage. Alors, pourquoi ? Eh bien, moi, je pense que c'est justement parce qu'on a une coutume, qui est d'ailleurs reconnue par certains arrêts, qui disent, voilà, il y a des titres, mais il y a une coutume en dessous. Et en fait, les titres, évidemment, ne précisent pas grand-chose parce que les titres sont simplement modificatifs ou complétifs de la coutume. Oui, à telle date, on a fait une transaction pour ajouter tel droit, pour ajouter telle idée. Mais le titre, ce n'est pas lui qui a créé ces droits d'usage. Et donc, en fait, on se retrouve dans une situation dans laquelle, si on se fonde sur des titres, on n'arrive pas à faire grand-chose. Donc, je vais conclure, parce que je vois que j'ai dépassé le temps. Le droit de propriété de l'article 544 n'est pas incompatible avec l'existence de droits réels d'origine coutumière qu'il n'a pas contribué à abolir. Mais la fragilité de la coutume, c'est sans doute qu'on essaye beaucoup trop de s'appuyer sur des titres et pas de... En fait, on n'essaie pas de rechercher l'histoire des institutions, mais on voit bien que quand la coutume accède à une reconnaissance jurisprudentielle, elle continue de s'imposer à la loi et au droit de propriété, ce qui est bien dans l'ordre des choses. Je vous annonce donc une intervention d'Alexandra Popovici, professeure de droit privé à l'Université de Sherbrooke. Bonjour tout le monde, je suis désolée d'être loin en fait. Je suis en ce moment en train d'enseigner les trusts, donc c'est moi qui suis Lost in Common Law et non pas la propriété, vous allez voir.
Donc, je commence en remerciant évidemment le président et les organisatrices. Merci beaucoup Gaëlle et Mélanie. Je suis arrivée un peu en retard ce matin dû au décalage horaire, mais tout ce que j'ai entendu était vraiment extraordinaire. J'ai l'esprit qui pétille en ce moment. Donc, j'ai intitulé ma conférence « La propriété Lust in Translation » et comme je vous ai dit, non pas « Lust in Common Law », mais à la suite de ce que j'ai entendu ce matin ou juste dans ce panel, j'ai envie de dire « La propriété Lust in Traditions », donc dans les traditions. Je vais vous faire, moi, une présentation en 3 parties, mais c'est plutôt comme Anne-Sophie, vraiment une histoire que je vais vous raconter. Donc, l'histoire de la propriété québécoise aujourd'hui, mais qui trouve ses fondements dans un arrêt particulier qui a été jugé au Conseil privé anglais au tournant du siècle dernier. Donc, l'arrêt Matamaja. Donc, un plan en 3 parties, un petit rappel de la nature du droit civil québécois et son rapport avec la common law, donc le droit civil du Québec, une histoire de translation, de traduction, de colonisation. L'arrêt Matamaja, donc, qui est une histoire de droit de chasse, en fait, pas de droit de chasse, pardon, de droit de pêche, donc on revient un peu à ce dont on parlait tout à l'heure, et qui vraiment a eu un effet énorme sur le droit de propriété actuel et surtout le livre des biens actuel. Et donc, je finirai sur ce droit de propriété. J'ai du mal à changer, mais pardon. Voilà. Donc, le droit civil au Québec, une histoire de translation. Écoutez, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Ce qui est important, c'est simplement de se rappeler l'histoire de la colonisation du Québec, qui commence à vraiment la mixité ou le bijuridisme québécois commence évidemment avec la conquête anglaise en 1760, qui fait du Québec, donc de la région qu'on appelle aujourd'hui le Québec, une colonie anglaise. Donc, il faut imaginer qu'on avait une colonie française, avec la coutume de Paris, par ailleurs, qui s'appliquait et beaucoup d'autres coutumes, qui donc se fait transformer en colonie anglaise et avec le traité de Paris et la proclamation royale qui devient une véritable colonie anglaise où le droit anglais s'applique. Évidemment, à partir de 1763, on applique le droit anglais, mais mal, puisque les gens continuent, et c'est pour ça que je parle de tradition, continuent à utiliser le droit français comme manière de faire les choses et de manière de vivre le droit ou de vivre leurs relations privées, en tout cas. Et donc, le gouverneur Murray, à l'époque, s'en rend compte, veut qu'il y ait une bonne entente et proclame donc l'acte de Québec de 1774 qui est vraiment à l'origine de cette mixité canadienne, mais vraiment québécoise, puisqu'il dit « le droit privé sera du droit de tradition civile ». Donc, encore aujourd'hui, notre droit privé est du droit civil. Par contre, toute notre administration, par exemple, ou notre droit criminel, c'est du droit anglais, donc de la common law. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ça voulait dire, et ça voulait dire ici jusqu'en 1949, que l'Angleterre avait, puisque ça a arrêté en 1949, le dernier mot sur l'état du droit. Quand je parle d'administration de la justice anglaise, c'est vraiment cette idée-là. Le conseil privé était le dernier niveau d'appel, donc vraiment le House of Lords qui disait la loi et qui disait la loi en droit civil. Entre-temps, donc de l'Acte de Québec jusqu'à 1866, c'est la coutume qui s'applique. En 1866, on a le Code civil du Bas-Canada qui, là, vous allez voir, là, je vais vous donner quelques articles, c'est vraiment une translation, on a vraiment transposé le Code Napoléon avec toutes nos coutumes, par contre, qui restaient, et en 1991, le Code civil du Québec. Donc, 2 choses à retenir du Code civil du Bas-Canada, son bilinguisme, très, très important. Je vous montre l'exemple parfait ici avec notre article à l'époque sur la propriété, donc son bilinguisme, mais aussi sa forme. Donc, on avait
non pas 3 livres, mais bien 4 livres dans le Code civil du Bas-Canada, le premier sur les personnes, le deuxième sur les biens, la propriété et ses différentes modifications, un troisième sur l'acquisition et l'exercice de la propriété et un quatrième sur les lois commerciales. Et ces lois commerciales étaient vraiment d'inspiration de Common Law. Intéressant, encore une fois, je vous dis, et vous voyez à l'article 406 qu'on a vraiment un transport, hein, c'est vraiment l'article 544 transporté dans le Code civil du Québec, dans le Code civil du Bas-Canada, mais il faut savoir que déjà dans le Code civil du Bas-Canada, nous avions des modifications à la propriété qui avaient été rejetées par le Code Napoléon, dont l'amphithéose dont nous venons de parler. Donc, nous avions l'usufruit, l'usage, la servitude et l'amphithéose, et très, très vite, d'autres droits modifiés ou d'autres démembrements, ce que nous, on va appeler plus tard des démembrements dans le Code civil du Québec, ont été reconnus. Donc, une histoire de translation, une histoire de tradition, mais déjà, hein, il faut comprendre que dans le Code civil du Québec, on sent quand même la présence de la common law. On a juste pour vous rappeler 2 choses. On a la fiducie en droit civil québécois déjà dans le Code civil du Bas-Canada et on a par exemple la liberté de tester qui fait encore partie de notre tradition. Donc, un droit mixte, basé sur la common law, basé sur le droit civil français, mais avec sa propre saveur, sa propre nature. On arrive à l'arrêt Matamaja. Alors, pourquoi est-ce que je dis l'arrêt Matamaja, la traduction comme fondation? Bien, parce que cet arrêt est un arrêt qui a vraiment changé notre manière de comprendre comment on pouvait faire des droits réels innommés, perpétuels en droit civil québécois. Cet arrêt commence avec une histoire. Hein. Je vous ai mis ici en image Lord Stevens, qui était le président de la compagnie ferroviaire qui a vraiment la CN Rails, donc c'est vraiment la compagnie qui a participé à la colonisation de tout le territoire canadien. Donc, cet homme était un grand pêcheur et il a découvert en Gaspésie aujourd'hui une rivière qui s'appelle la Matépédia, où il y avait apparemment vraiment une très belle pêche au saumon. De là la couleur de mon PowerPoint aujourd'hui. Lord Stevens a acheté une énorme quantité de territoires en Gaspésie. À une certaine époque, commence à céder ces territoires, même à les donner en don, là, vraiment à les donner à certaines personnes. Donc, c'est vraiment, il est reconnu comme quelqu'un vraiment un fondateur de certaines régions de la Gaspésie. Et lors d'un de ces dons d'un de certains territoires, se garde le droit de pêcher sur ce territoire. Il garde ce droit de pêcher, il retourne pêcher constamment et finalement vend son droit de pêche à un club de pêche qui, lui, à son tour, le vend à un nouveau club de pêche, le club Matamaja. Alors, Matamaja, en langue montagnaise, apparemment, là, il y a plein de théories autour de tout ça, ça veut dire là où il y a des gros poissons. Donc, à voir si c'est vrai ou non, je ne suis pas certaine, mais c'est ce que j'ai découvert. Donc, il se garde ce droit de pêche, il le cède, le club Matamaja est fondé. On est en 1887, hein, vous le voyez derrière, et les nouveaux propriétaires du terrain, hein, donc en ce sens, il s'était gardé que le droit de pêche, le territoire était la propriété d'une autre personne, les propriétaires du territoire, les nouveaux propriétaires, hein, il y a eu plusieurs propriétaires différents, réalisent que ce droit de pêche-là les empêche de profiter pleinement de leurs biens, donc de leur territoire. Et donc, commence une saga vraiment judiciaire entre les nouveaux propriétaires et ce club de pêche qui n'a que le droit de pêche, mais avec le droit de pêche vient la possibilité donc de se promener sur le terrain, de se faire une cabane, de recevoir des gens pour qu'eux puissent pêcher également. Donc, on est à cette époque, en 1917. Il faut comprendre que ce dossier a eu donc
4 instances différentes, la Cour supérieure, à l'époque la Cour du banc du roi, qui est la Cour d'appel, la Cour suprême du Canada et ensuite la Chambre des Lords, donc le Conseil privé. Okay? Il y a 9 juges qui se sont prononcés sur cette cause, 9 juges qui ont dit des choses différentes pour essayer de qualifier donc ce fameux droit de pêche. Il faut comprendre que ce droit de pêche avait été vraiment enregistré, passé d'une personne à une autre, que personne avant les derniers propriétaires qui se plaignent ne s'était plaint de ce geste de prendre un terrain sans le droit de pêche. Donc, que Lord Stevens, qui était le premier qui s'était réservé ses droits, n'était plus le propriétaire. Il était par contre toujours vivant, et c'est bien important. Donc, 9 juges qui se prononcent et qui prennent vraiment le temps d'essayer d'analyser ce qui est en jeu. Je ne vais pas vous faire l'analyse de tous ces jugements-là. Je vais vous faire simplement la liste des différentes analyses qui ont eu lieu. Donc, évidemment, pour certains, ce n'était qu'un droit d'usage, donc pour l'alimentation et le bonheur de Lord Stevens. Okay? Pour certains autres, un usufruit, mais un usufruit viager cessible, donc qui s'éteindrait avec la mort de Lord Stevens. Pour d'autres juges, plutôt un usufruit perpétuel cessible. Pour d'autres encore, un droit réel innommé, viager cessible. Évidemment, vous voyez tout de suite entre l'usufruit et le droit réel usagé, pourquoi on passe de l'un à l'autre? Ben, évidemment, si on a un droit de pêche, on ne peut pas nommer les poissons comme des fruits, n'est-ce pas? Les poissons étant des animaux sauvages, donc qui s'acquièrent par occupation et non pas par production. Okay? Donc, on est rendu à l'usufruit perpétuel cessible, le droit réel innommé viager cessible. On a ensuite le droit réel innommé perpétuel, évidemment lui aussi cessible. On a aussi le droit de copropriété du fond de la rivière. Donc, un juge de la Cour d'appel, pour lui, c'était évident. La seule façon de gérer cette situation-là, c'était de dire, ben, finalement, Lord Stevens était propriétaire du fond en même temps que le propriétaire du fond, plutôt qu'un propriétaire d'un droit, ou pas propriétaire d'un droit de pêche. Et finalement, et ça, c'est la solution retenue par la Chambre des Lords, un droit de propriété sur le droit de pêche lui-même. Et c'est vraiment le grand drame de ce dossier-là. Donc, vous voyez quand même, ça revient un peu à ce que disait Flora il y a un instant, ce genre de droit qui a du mal à trouver sa place dans l'architecture juridique, mais qui finalement, la Cour tranche. Et je vais vous expliquer comment finalement les juges ont tranché. Le juge dont il est question s'appelle Viscount Haldane. Okay? C'est important parce que Viscount Haldane, bien qu'il soit un juge au House of Lords, ben, d'abord, c'est un Écossais, donc qui fait du droit civil en anglais, et il a fait un doctorat en Allemagne. Donc, c'est un civiliste qui est devenu un juge au House of Lords. Donc, c'est quand même assez intéressant hein, parce que ce jugement-là est vraiment vu comme un jugement fait par les Anglais et qui est venu vraiment polluer, c'est vraiment le mot utilisé en fait, polluer notre droit civil québécois, bien, alors qu'on réalise, si on creuse un petit peu, que ce juge-là était un juge civiliste, bien qu'il parlait anglais. Donc, le juge Haldane, Viscount Haldane, regarde la situation, cette histoire donc, de droit de pêche, et il nous dit, ben, la question ici est assez simple. Il suffit de savoir si le propriétaire du terrain pouvait, en vertu de son titre général, en vertu de son titre de propriété, diviser ou scinder les droits de pêche qu'il revêt de sa propriété et de les céder séparément comme un objet de propriété à part entière. Okay? Donc, la question, c'est est-ce que je peux avoir un droit de propriété sur un droit de pêche? Pour répondre à cette question-là, le juge regarde l'ancien droit seigneurial. Il dit, sous cette époque-là, il n'y avait pas de problème. Bien sûr, aujourd'hui, on a un droit particulier, le Code civil du Québec, mais le droit civil n'empêche pas
de faire cela. Pourquoi? Parce qu'on a un article, l'article qui précède l'article 406, donc l'article sur la propriété, qui nous dit on a sur les biens ou bien un droit de propriété, ou bien un droit de jouissance, ou bien des servitudes. Et ici, vous voyez, on ne dit pas sur les choses, mais bien sur les biens. Et le juge prend cet article au pied de la lettre et nous dit, il n'y a aucun problème pour que le droit de propriété porte sur un droit de pêche. Et c'est sa conclusion. Il n'y a aucune raison inhérente de refuser de traiter un droit de pêche comme un objet de propriété autonome et séparable. Okay? Donc, vraiment, tout un argumentaire basé sur l'article 405 du Code qui nous dit, encore une fois, on ne peut avoir sur les biens, on peut avoir sur les biens ou bien un droit de propriété, ou bien un droit de jouissance, ou bien une servitude. Donc, il prend ce mot « bien », en anglais « property », vraiment au pied de la lettre. Encore une fois, on est quand même dans une mentalité de common law, il faut se le rappeler, on est à la House of Lords, et on se souvient qu'en common law, ce n'est pas tant l'objet de droit qui est en jeu, mais les remèdes qu'on pourrait accorder à la personne qui sont en jeu. Pour le juge en question, il est évident ici que le droit de Mount Stevens à l'époque était protégeable, transférable, et que si quelqu'un l'avait empêché de pêcher, il aurait pu défendre son droit à titre de droit de propriété. Okay? Et donc, le droit de pêche, ce qu'on qualifierait de chose in action en common law. Okay? Mais ce n'est pas sur la common law qui s'est basé le juge Haldane, il s'est vraiment basé sur le Code civil du Québec et sur cet article 405 qui nous parle donc de biens et non de choses comme étant l'objet d'un droit de propriété. Quelles sont les conséquences de cet arrêt sur le droit civil québécois? D'abord, il est établi que cet arrêt est reconnu par la Cour. Il a été cité très, très rapidement par d'autres juges, parce que vous pouvez imaginer que le droit de pêche et le droit de chasse au Québec, c'est un vrai problème. Il y en a des dossiers sur ça. Ce n'est pas seulement cette situation-là, ce n'est pas un exemple unique. On va commencer comme ça. Comment est-ce que les auteurs, les juges ont interprété l'arrêt Matamaja? D'abord et avant tout, tout le monde s'est entendu pour dire que franchement, ça ne fonctionnait pas, cette idée de propriété d'un droit de pêche, ce que disait la Cour. Par contre, la Cour avait raison, on peut consacrer, et même il n'y a aucun problème dans le Code civil du Québec, on peut avoir des droits réels, innommés, perpétuels et cessibles. Donc, bien que la Cour, ici, le House of Lords, dise mot pour mot, noir sur blanc, c'est un droit de propriété basé sur l'article 405, la jurisprudence, la doctrine a fait une analyse, a transformé l'analyse du juge pour dire, en fait, ici, ça va, on peut avoir des droits de pêche séparés, mais ça va être un démembrement de la propriété et ça va être un démembrement innommé, perpétuel. Donc, c'est vraiment l'effet qu'a eu dans la doctrine l'histoire ou l'arrêt Matamaja, et c'est encore aujourd'hui comme ça que c'est enseigné. Moi, ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est de prendre en fait cet arrêt-là au sérieux et de voir si ça n'a pas été encore plus loin en fait son effet. Parce que selon moi, oui, ça a consacré les droits réels innommés. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème au Québec pour qu'il y ait des droits réels innommés perpétuels. Mais si on regarde la codification actuelle et la structure de notre Code civil actuel, on voit en fait le réel impact de Matamaja sur l'imaginaire des codificateurs de 1991. Regardez le nouvel article 947, le nouvel article sur la propriété dans le Code civil du Québec, donc qui date de 1994 ou de 1991. La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et complètement d'un bien, et non pas d'une chose,
sous réserve des limites et des conditions d'exercice, fixées par la loi. Elle est susceptible de modalités et de démembrement. Donc, deux choses qu'on voit directement dans cet article du Code et qui ont un lien direct avec Matamaja. On ne parle plus de propriété sur les choses, on parle de propriété sur les biens. Donc, l'article 405 du Code civil du Bas-Canada qui prend le dessus. L'arrêt Matamaja qui prend le dessus. Okay? Mais on a deux choses de plus. On a les modalités et les démembrements. Et les articles sur les modalités et les démembrements sont deux articles qui nous montrent que ce n'est pas des listes limitatives. Donc, dans le Code actuel, les modalités sont la copropriété divise et indivise et la superficie, les démembrements, usage, usufruit, amphithéose. Par contre, les deux articles qui nous parlent de ces listes nous les décrivent comme étant ouvertes. On peut créer d'autres modalités, on peut créer d'autres démembrements. Okay? Donc, Matamaja, un jugement, mais un jugement qui fait partie de l'imaginaire, qui transforme les choses en biens et qui ouvre la liste non pas seulement des démembrements, donc démembrements innommés perpétuels, mais également des modalités. Donc, on parlait ce matin du droit québécois comme d'un droit ouvert sur ses universalités, ses fiducies, encore une autre institution de common law, ses patrimoines d'affectation et cette patrimonialisation. Mais il faut aussi voir que dans la structure même de la propriété, on a des modalités et on a aussi des démembrements innommés perpétuels. Qu'est-ce que je tire comme leçon de tout ça? Ben, pourquoi ne pas prendre Lord Viscount Haldane au sérieux et voir dans le droit de pêche une réelle modalité de la propriété? Qu'est-ce que j'entends par là? Ben, c'est de voir le droit de pêche comme un bien en soi qui pourrait être l'objet d'un droit de propriété. Qu'est-ce que ça implique? C'est que ça implique qu'on ne prenne plus la propriété comme un droit unique d'une personne sur une chose, mais bien plutôt un droit qui peut être pour plusieurs personnes, la copropriété, on a probablement un problème avec ça, mais ici, un droit dont l'objet serait l'utilité et non pas la chose elle-même. Le droit des biens, le mot « bien » au Québec, est défini de façon très, très simple, pas dans le code, mais dans la doctrine, comme un droit patrimonial. Donc, simplement, l'usage qu'on peut en faire, s'il a une valeur patrimoniale, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse pas être l'objet d'un droit propriété. Qu'est-ce que ça veut dire? Un retour à la propriété simultanée, évidemment, mais une propriété simultanée qui trouverait son fondement dans le Code civil du Québec et dans, justement, notre tradition, qui est une tradition de traduction et de translation. Conclusion, et j'espère que j'ai été dans les temps, je le crois. La propriété, donc, au Québec, une notion beaucoup plus large, beaucoup plus complexe que celle qu'on a habituellement en tête. On pourrait plutôt parler des propriétés, une propriété complexe, une propriété qui permet d'être modulée non pas seulement dans le nombre de propriétaires, mais sur l'objet lui-même. On a de la propriété superficielle chez nous et on peut même avoir la propriété d'un cube d'air. Il n'y aurait pas de raison qu'on ne puisse pas avoir la propriété d'un bien, c'est-à-dire d'un droit patrimonial. Ce que ça veut dire, c'est que peut-être qu'on a perdu la propriété, mais qu'on en retrouve une nouvelle, une propriété complexe, une propriété peut-être simultanée, en tout cas une propriété débridée qui permettrait un renouveau propriétal, peut-être patrimonial, mais en tout cas intéressant. Merci beaucoup. Merci. Nous vous remercions vraiment grandement d'ailleurs de nous donner aussi une petite idée de Bayonne derrière vous. C'est un grand plaisir. La traduction, c'est une traduction multiple. Nous avons donc, avec ces trois interventions, je crois, aperçu en effet la complexité d'un concept dont on se plaît toujours à expliquer qu'il est uniforme et j'ai le sentiment que plus on le travaille et plus on se rend compte en effet de ce qu'il est multiforme. Ce serait sans doute le cas de nombreux autres concepts dont on se prend volontiers à croire qu'ils ont une seule dimension. Je ne vais peut-être pas
ici développer davantage afin de respecter le temps qui est imparti à chacun des panels. Et je vais donc, sans plus attendre, je crois, vous remercier toutes les quatre infiniment pour votre participation